Bonjour, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Voulez-vous devenir un agréable causeur? C'est très facile. C'est le nom du chapitre 4 de l'ouvrage Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je fus récemment invité à une soirée de bridge. Personnellement, je ne joue pas au bridge. Et comme ma voisine ignorait également ce jeu, nous conversâmes tous les deux. Elle savait que mes travaux m'avaient valu un séjour de 5 ans en Europe, et elle me dit « Oh, Mr. Carnegie, je veux que vous me parliez de tous ces beaux endroits que vous avez visités. » Pendant que nous prenions place sur un canapé, elle m'apprit qu'elle rentrait d'Afrique en compagnon de son mari. J'observais, très intéressant l'Afrique, j'ai toujours voulu y aller, mais je n'ai jamais pu dépasser Alger, où j'ai séjourné en tout 24 heures. Dites-moi, avez-vous chassé le gros gibier? Oui. Vous avez de la chance et je vous envie. Racontez-moi tout cela. Elle discourut pendant 45 minutes. Il ne fut plus du tout question de mes voyages. Tout ce qu'elle voulait, c'était un auditeur attentif pour avoir le plaisir de parler d'elle et de ses souvenirs. Exceptionnelle cette femme? Oh non. Ceux qui lui ressemblent sont innombrables. Tous les hommes aiment à discourir quand on les écoute avec intérêt. Au cours d'un dîner récemment offert par un éditeur new-yorkais, je rencontrai un botaniste distingué. C'était la première fois que je causais avec un botaniste, je trouvais celui-ci passionnant. Je me tins littéralement sur le bord de mon fauteuil pendant qu'il discourait sur les plantes grasses, le hashish, le climat des serres et qu'il me révélait des détails étonnants sur l'humble pomme de terre. J'ai moi-même un petit jardin d'appartement et il me donna de précieux conseils pour l'entretenir. Il y avait là une bonne douzaine d'autres invités, mais j'ignorais tout le monde. Je violais toutes les règles de savoir-vivre pour écouter, plusieurs heures durant, mon botaniste. Minuit vint. Je pris congé de tous et me retirai. Alors, je le sus par la suite, le savant se tourna vers notre hôte et fit mon éloge. Ma société était fort stimulante. J'étais ceci, j'étais cela. Il termina en déclarant que j'étais un très intéressant causeur. Un intéressant causeur, moi? Je n'avais rien dit. Je n'aurais d'ailleurs pu parler sans changer de sujet, car le botanique m'est une science aussi inconnue que l'anatomie des pingouins. Seulement, j'avais écouté, passionnément. J'étais très intéressé. Il l'avait senti, et naturellement, cela lui avait plu. Écouter un homme de cette manière, c'est lui faire le plus flatteur des compliments. Un écrivain disait « Peu d'humains savent se défendre contre l'hommage qui implique une attention passionnée à leurs paroles. » Pour moi, j'avais donné plus qu'une attention passionnée. J'avais prodigué à mon interlocuteur la sympathie, mon admiration sincère. Je lui avais dit qu'il m'avait infiniment instruit et captivé, et c'était vrai. Je lui avais dit que j'aimerais posséder ses connaissances, et c'était vrai. Je lui avais déclaré que j'aurais été enchanté de vagabonder avec lui dans la campagne, et c'était vrai. Je lui avais exprimé mon désir de le revoir, et je veux le revoir. Voilà pourquoi cet homme m'avait qualifié de brillant causeur, alors qu'en réalité, je n'avais été qu'un excellent auditeur, et que je l'avais encouragé à parler. Comment réussir auprès de vos clients? Comment les convaincre? Comment mener à bien vos entretiens avec eux? D'après le génial professeur Charles W. Eliot, il n'y a aucun mystère là-dedans. Pour conquérir la sympathie d'une personne, pour la mettre en humeur favorable et finalement la gagner à votre cause, il faut avant tout lui accorder votre attention exclusive quand elle parle. Rien n'est plus flatteur que cela. C'est évident, n'est-ce pas? Pas besoin d'avoir passé 4 ans à l'université Harvard pour découvrir cette vérité. Et pourtant, je connais, et vous connaissez, des commerçants qui louent des locaux magnifiques et ruineux, qui achètent leurs marchandises avantageusement, arrangent des vitrines irrésistibles, dépensent des centaines de dollars en publicité, et qui, pour finir, engagent des employés qui ne connaissent pas leur métier, ne savent pas écouter, interrompent les clients, les contredisent, les irritent, et font tout apparemment pour les chasser du magasin. Écoutez par l'exemple l'histoire de monsieur J.C. Wooton, élève d'un de nos cours. Il avait acheté un costume dans un grand magasin de la bourdonnante cité de Newark, dans le New Jersey. Au bout de peu de temps, il fut très déçu de son acquisition, car il s'aperçut que le veston déteignait sur son col de chemise et le noircissait. Remballant son complet, il le rapporta au magasin, trouva le vendeur qui l'avait servi et lui raconta ses ennuis. J'ai dit « Il raconta ses ennuis ?» Pardon, j'ai exagéré. Il essaya de les expliquer, mais il ne put le faire. Dès les premiers mots, l'employé lui coupa la parole en lui disant « Nous avons déjà vendu des milliers de costumes comme le vôtre, et c'est la première fois qu'on s'en plaint. » Telles furent les paroles, mais l'intonation était pire encore. Ce ton agressif voulait dire « Tu mens, mon bonhomme. Tu t'imagines peut-être que tu vas me faire avaler ça. C'est ce que nous allons voir. »
La discussion avait attiré un autre vendeur qui observa à son tour. Tous les costumes déteignent un peu au début. On ne peut pas l'éviter, non? Surtout dans des habits de ce prix-là. Rien à faire, ça vient de la teinture. Je bouillais de fureur, nous confia Mr. Wotton. Le premier vendeur insinuait que j'étais de mauvaise foi. Le deuxième laissait entendre que j'avais acheté un article de deuxième qualité. J'étais hors de moi. J'allais leur jeter le complet à la tête en leur disant d'aller au diable, quand soudain apparut sur la scène le chef de rayon. Voilà un homme qui connaissait son business. Il me retourna complètement. Il transforma un homme furieux en un client satisfait. Comment s'y prit-il? Il fit 3 choses. Premièrement, il écouta mon histoire depuis le commencement jusqu'à la fin sans dire un mot. Deuxièmement, quand j'eus fini et que les 2 vendeurs recommencèrent à exposer leurs arguments, il leur répondit en se plaçant à mon point de vue. Non seulement il fit bien remarquer que mon col était taché par le drap du veston, mais encore il répéta que rien ne devait sortir de sa maison à moins d'être absolument satisfaisant. Troisièmement, il reconnut ignorer la cause de l'inconvénient dont je me plaignais et me dit très simplement « Écoutez monsieur, dites-moi ce que nous devons faire avec ce costume et nous nous conformerons à vos ordres. » 5 minutes plus tôt, j'étais prêt à crier « Garde-le donc, votre sacré costume !» Mais à cet homme, je répondis « Je désirais seulement avoir votre avis. Je voulais savoir si c'était là un défaut passager et si on pouvait y apporter quelques remèdes. » Il me conseilla de porter mon habit une semaine encore. Si à ce moment-là, vous n'êtes pas encore satisfait, rapportez-le-moi et je vous le changerai. Je regrette beaucoup que vous ayez tous ces ennuis. Je sortis du magasin, rasséréné. Au bout d'une semaine, le col avait cessé de déteindre et ma confiance dans cette maison était complètement rétablie. Quoi d'étonnant à ce que le chef de rayon eût conquis son poste supérieur. Quant à ces 2 subalternes, ils garderont toute leur vie le même emploi. Non, je me trompe. Ils seront probablement transférés à l'emballage ou à la manutention, là où ils n'auront plus l'occasion d'être en contact avec la clientèle. Prenez un ronchonneur chronique. Prenez même un homme encore sous le coup de la fureur. Il suffit très souvent pour les calmer d'un auditeur patient et compréhensif, qui sache demeurer coi et silencieux, tandis que le mécontent s'enfle comme un cobra et crache le fiel qui l'étouffe. Il y a quelques années, la compagnie de téléphone de New York découvrit qu'elle possédait le client le plus irascible qui eût jamais maudit une demoiselle de téléphone. Il tempêtait, fumait, menaçait de déraciner l'appareil téléphonique. Il refusait de payer certaines charges qui, disait-il, étaient erronées. Il écrivait des réclamations aux journaux, il déposa d'innombrables plaintes à la commission des services publics et entama plusieurs procès contre la compagnie de téléphone. Lasse de tout ce bruit, cette dernière décida de déléguer le plus malin de ses ambassadeurs auprès de cet oiseau des tempêtes. L'envoyé écouta l'acariâtre bonhomme, le laissa à plaisir déverser ses flots de bile et se contenta d'approuver et de dire amen. Je laisse la parole au délégué. Après m'avoir 3 heures durant abreuvé de ses plaintes, cependant que je l'écoutais, toujours aimable, muet et approbateur, il me laissa partir. Je revins le voir, et il reprit avec feu le fil de ses orageux discours. 4 fois je me présentai chez lui. Avant la fin de la 4e visite, j'étais devenu membre honoraire d'un groupe qu'il venait de fonder, la Société de protection des abonnés au téléphone. Je faisais toujours partie de cette organisation, et je fais toujours partie de cette organisation, et autant que je sache, j'en suis le seul membre, à part Mr. X. Je l'écoutais attentivement et il l'approuvait sur tous les points soulevés pendant nos entrevues. Jamais encore il n'avait été traité de cette manière par la compagnie des téléphones, et il s'humanisa. La question qui avait motivé ma démarche ne fut mentionnée qu'à la fin. Mais à ce moment, le litige fut définitivement réglé, je reçus paiement de toutes les notes en souffrance, et pour la première fois dans les annales de ses démêlés avec la compagnie, cet homme retira ses plaintes de la commission des services publics. Il est probable que Mr. X se considérait comme un courageux pionnier, un défenseur des droits du public. Mais en réalité, ce qu'il voulait surtout, c'était affirmer son importance. Il y parvint tout d'abord en protestant et réclamant. Puis dès que cette importance fut reconnue par un représentant de téléphone, ses griefs imaginaires s'évanouirent en fumée. Il y a bien des années, un client courroucé pénétra un matin dans le bureau de Julian F. Detmer, fondateur des filatures Detmer, la plus grosse entreprise du genre qui soit au monde. Cet homme, raconta M. Detmer, nous devait 15 $. Il niait cette dette, mais nous savions qu'il se trompait. Aussi lui avions-nous adressé plusieurs fois notre facture. Après avoir reçu un certain nombre de réclamations de notre service de la comptabilité, le client prit le train pour Chicago et se présenta dans mon bureau. Il m'annonça que non seulement il ne paierait jamais la somme réclamée, mais qu'en outre il ne nous achèterait plus $1 de marchandises. J'écoutais patiemment tout ce qu'il dit. Je fus tenté de l'interrompre, mais je me retins, sachant que ce serait là une mauvaise tactique. Je le laissai vider tout son sac. Quand il se fut calmé et que son humeur fut devenue plus propice, je lui dis doucement «
Je vous remercie d'être venu jusqu'à Chicago pour m'exposer tout ceci. Vous me rendez un grand service, car si nos services de comptabilité vous ont irrité, ils sont capables d'importuner aussi d'autres bons clients. Et cela, nous voulons bien entendu l'éviter. Croyez-moi, je suis encore plus pressé d'entendre vos griefs que vous ne l'êtes de le raconter. » C'était bien la dernière réponse qu'il attendit de moi. Je crois qu'il fut légèrement désappointé, car il avait fait le voyage tout exprès pour me passer un bon savon. Et voilà qu'au lieu de me bagarrer avec lui, je lui offrais mes remerciements. Je lui promis d'annuler sa dette, car un homme méthodique comme lui, qui n'avait qu'un compte à surveiller, avait certainement moins de chances de faire une erreur que nos comptables, qui avaient des milliers de clients à suivre. Je lui dis que je comprenais très bien ses sentiments, et que si j'étais à sa place, j'agirais probablement comme lui. D'autre part, comme il ne devait plus se servir chez nous, je lui recommandais quelque autre fournisseur de lainage. Autrefois, quand il venait à Chicago, nous déjeunions habituellement ensemble. Cette fois-ci, je l'invitais aussi. Il accepta à regret. En revenant avec moi au bureau, il me passa la plus grosse commande qu'il nous eût jamais confiée. Il rentra chez lui dans une bien meilleure disposition, puis désireux de se montrer aussi équitable avec nous que nous l'avions été avec lui, il fouilla dans ses dossiers, retrouva la facture égarée et nous adressa son chèque de 15 $ avec ses excuses. Plus tard, quand son fils naquit, il lui donna comme deuxième prénom celui de Detmer, et il resta l'ami et le client de la maison jusqu'à sa mort 22 ans plus tard. Il y a bien longtemps, un pauvre petit immigrant hollandais occupait ses loisirs, après les heures d'école, à laver les vitres d'une boulangerie. Ses parents étaient si pauvres qu'ils l'envoyaient chaque jour, un panier au bras, ramasser les morceaux de charbon qui tombaient dans le ruisseau au passage des camions. Il s'appelait Edward Bock. Son instruction fut tout à fait rudimentaire. Cependant, il devint plus tard l'un des premiers éditeurs de magazines d'Amérique. Comment fit-il ? Ce serait une bien longue histoire à raconter. Du moins puis-je vous dire l'origine de son succès. Comme vous allez le voir, il appliqua les principes recommandés dans ce livre. Il quitta l'école à l'âge de 13 ans et prit un emploi de groom à la Western Union. Mais il n'avait pas abandonné le projet de s'instruire. Il se mit à étudier tout seul. Il économisa ses frais de transport et se priva de déjeuner, jusqu'à ce qu'il eût amassé suffisamment d'argent pour acheter une encyclopédie des grands hommes américains. Alors, il fit quelque chose de tout à fait original. Après avoir lu leur biographie, il écrivit à un grand nombre d'entre eux pour leur demander des détails inédits sur leur enfance. Il rendit visite à certains de ces personnages, et comme il savait écouter, il les encouragea à parler d'eux-mêmes. Il demanda par lettre au général James A. Garfield, alors candidat à la présidence, s'il était vrai qu'étant enfant, il halait les péniches le long d'un canal. Et Garfield lui répondit. Il pria de la même manière le général Grant de lui donner des détails sur une de ses batailles. Alors, Grant dessina pour lui une carte et l'invita. Bock n'avait alors que 14 ans et demi. Il l'invita à dîner et à passer la soirée avec lui. Il écrivit également à Emerson en le priant de le renseigner sur sa vie et son œuvre. Bientôt, le petit employé de la Western Union se trouva en rapport avec un grand nombre des plus célèbres personnages d'Amérique. Non seulement il correspondit avec eux, mais encore au moment des vacances, il fut leur hôte bienvenu. Ces expériences successives lui donnèrent une assurance précieuse, ainsi qu'une ambition, une vision de l'avenir qui révolutionnèrent sa vie. Et tout cela, laissez-moi le répéter, fut strictement dû à l'application des principes exposés ici. Parmi les journalistes en renom, Isaac Marcosson fut probablement le champion des intervieweurs de célébrités. Il affirmait que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à leur fin parce qu'ils ne savent pas écouter attentivement. Ils sont si absorbés par ce qu'ils vont dire tout à l'heure qu'ils ne peuvent se concentrer sur ce qu'ils entendent. Bien des grands hommes m'ont confié qu'ils préféraient un bon auditeur à un bon causeur. Malheureusement, cette faculté d'écouter semble de toutes la plus rare. Les grands personnages ne sont pas les seuls à vouloir être écoutés. Sous ce rapport, le commun des hommes est pareil à eux. Comme un écrivain l'observait une fois, bien des gens appellent un médecin qui n'ont besoin que d'un confident. Pendant les heures les plus sombres de la guerre de sécession, Lincoln écrivit à un vieil ami à Springfield, dans l'Illinois, pour le prier de venir le voir à Washington. Il désirait s'entretenir avec lui de certains problèmes. L'ami se présenta à la Maison-Blanche et Lincoln lui parla pendant plusieurs heures de la proclamation qu'il envisageait de publier pour la libération des esclaves. Il révisa un à un tous les arguments qu'il connaissait pour et contre cette loi. Il relut toutes les lettres et tous les articles traitant de la question, dont certains le dénonçaient parce qu'il n'avait pas encore supprimé l'esclavage, et d'autres l'attaquaient de crainte qu'il ne l'abolît. Après avoir longuement discouru, Lincoln serra les mains de son vieux voisin, lui souhaita le bonsoir, et le renvoya dans son Illinois sans même lui avoir demandé son opinion. Lincoln avait parlé, mais il s'était débarrassé de toutes les réflexions qui l'accablaient. Apparemment, cela lui avait clarifié l'esprit. Il paraissait plus calme quand il eut fini, dit le vieil homme.
Lincoln n'avait pas besoin d'un conseiller. Ce qu'il voulait, c'était un auditeur amical, compréhensif, sur lequel il put se décharger de son fardeau. N'était-ce pas là ce que nous cherchons tous lorsque nous sommes dans la peine? Et c'est aussi ce que cherche fréquemment le client irrité, l'employé mécontent ou l'ami blessé. Si vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour que les gens vous fuient, se moquent de vous derrière votre dos ou même vous méprisent, voici la recette. N'écoutez jamais ce que disent les autres. Parlez constamment de vous-même. S'il vous vient une idée pendant que l'autre personne est en train de discourir, n'attendez pas qu'elle ait fini. À quoi bon? Ce qu'elle raconte n'est pas aussi intéressant, aussi brillant que ce que vous avez à dire. Pourquoi perdre votre temps à écouter ce bavardage? Allez-y carrément et coupez-la au milieu d'une phrase. Connaissez-vous des gens qui agissent ainsi? Moi j'en connais malheureusement. Des êtres assommants, pleins d'eux-mêmes, ivres de leur propre importance. Le plus amusant, c'est qu'un certain nombre d'entre eux ont leur nom dans le bottin mondain. L'homme qui ne parle que de soi-même ne pense qu'à soi-même. Et l'homme qui ne pense qu'à soi-même est irrémédiablement mal élevé, a dit Nicholas Murray Butler, président de l'Université de Columbia. Il n'a pas d'éducation, quel que soit le degré de son instruction. Donc si vous tenez à être considéré comme un agréable causeur, sachez écouter, suivez le conseil d'une femme d'esprit. Pour être intéressant, soyez intéressé. Posez des questions qui stimulent agréablement votre interlocuteur. Interrogez-le sur sa vie, sur ce qu'il a fait. Rappelez-vous que la personne avec qui vous conversez s'intéresse 100 fois plus à ses désirs et à ses problèmes qu'à vous et à vos préoccupations. Sa rage de dents la tourmente davantage qu'une famine qui a causé la mort d'1 million de Chinois. Un furongle dans son cou l'inquiète bien plus que 40 tremblements de terre en Afrique. Songez à cela la prochaine fois que vous vous engagerez dans une conversation. Si vous voulez plaire, voici la règle numéro 4. Sachez écouter attentivement et encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce passage. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager cette vidéo. La prochaine fois, je vous parlerai de comment intéresser les gens.